Donc voilà, avant de débuter, donc, comme je le disais il y a quelques minutes, euh, nous allons être deux à présenter, Nicolas Ancion et moi-même, Aïssam Jacqueline. Le souci, c'est qu'on a un accident grave sur l'autoroute qui est complètement bloqué. Et donc Nicolas va nous rejoindre dès qu'il peut. Il sera sans doute encore dans sa voiture, donc il faudra nous excuser s'il y a une mauvaise communication par rapport à son intervention. Alors, vous dire que c'est une étude qui a été menée sur l'année 2020. On a accumulé pas mal de résultats et donc on a eu envie de vous communiquer déjà un petit peu les premiers résultats, même s'ils ne sont pas encore tous complètement digérés. Donc quelque part, c'est en avant-première pour vous dans le cadre de nos rendez-vous. Euh, et un rapport sur ce baromètre 2020 est en préparation. L'initiateur principal, c'est Pierre Rollier, qui malheureusement ne peut être présent aujourd'hui pour des raisons de santé. Donc on a pris la relève, Nicolas et moi, et j'espère que je ne vais pas me retrouver tout seul parce que ce sera dur et que Nicolas va nous rejoindre. Donc, tous les trois, nous faisons partie de l'Université de Liège. Nous sommes basés dans une petite ville qui s'appelle Gembloux, où il y a la faculté Gembloux Agrobiotech. Et pour ma part, je suis professeur en phytopathologie et depuis 11 ans maintenant en agriculture urbaine. Et j'ai créé le Centre de recherche en agriculture urbaine il y a 11 ans, ainsi qu'une spin-off ou une start-up issue de nos recherches et de nos différentes connaissances qui accompagnent, qui s'appelle GreenSurf, qui accompagne les villes, qui accompagne les pouvoirs publics, qui accompagne aussi les promoteurs immobiliers lorsqu'ils souhaitent intégrer de l'agriculture urbaine dans leurs projets. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les systèmes aquaponiques au sein du Centre de recherche en agriculture urbaine, et puis de passer au baromètre, le contexte, les aspects techniques, et Nicolas, j'espère qu'il va nous rejoindre pour nous présenter les aspects économiques. Donc en résumé, tout d'abord, le Centre de recherche en agriculture urbaine, donc ceux qui étaient là il y a 2 mois, donc avant la Noël, ont sans doute déjà entendu parler de notre existence et de notre présentation. Donc c'est juste un petit récapitulatif. Nous avons aujourd'hui 16 projets en cours et le but du CERO, c'est vraiment de mettre en place des systèmes de production qui correspondent et qui sont adaptés à l'agriculture urbaine et périurbaine, et surtout qui sont innovants dans le fait de vouloir économiser les ressources naturelles et même de valoriser les déchets. Évidemment, l'aquaponie en est un bel exemple. Et les études, on les fait directement sur nos systèmes, au niveau des performances. D'abord, on a une approche très technique, et puis au fur et à mesure de les voir fonctionner, les questions scientifiques surviennent, et c'est de cette pratique-là que les questions scientifiques surviennent, et parfois ça peut mener à des études fondamentales. On en a présenté notamment avec Gilles au mois de décembre sur aussi des résultats aquaponiques, mais des résultats de recherche plus fondamentaux. Donc, ayant créé le CERO en 2011, en 2012, on a mis en place le premier système aquaponique, donc ça fait 10 ans maintenant qu'il est en place. Quelques années plus tard, on a mis un deuxième système aquaponique en place qui est un système aquaponique plutôt proche du pilote industriel. Et puis, donc vous voyez que l'aquaponie pour nous, c'est un projet phare et ce sont des systèmes de production auxquels on croit beaucoup. Et puis, on a développé et mis sur la plateforme en plus des systèmes en conteneurs pour la production de molécules à haute valeur ajoutée. La pleine terre, il ne faut pas l'oublier évidemment, en périurbain et parfois en urbain, elle peut avoir son importance pour la production maraîchère et même fruitière. Et puis, toute nouvelle expérience maintenant, c'est la serrure, qui est une serre urbaine à énergie réduite en toiture. Donc, comment se mettent en place tous ces systèmes? Alors, la pleine terre se développe sur à peu près un demi-hectare. On a des cultures
en butte, et notamment des buttes permacoles. On a de l'agroforesterie maraîchère et on a aussi ce qu'on appelle du small plant intensive farming, donc c'est de la culture sur petites planches, hein, comme on les voit ici dessinées, de façon très intensive. On essaye le plus possible d'occuper le sol, donc c'est du maraîchage intensif. Alors, au niveau des systèmes aquaponiques, vous voyez qu'on a deux systèmes aquaponiques, la Pavbox et le Sapristi. On va y revenir. On a des systèmes en conteneurs pour la production d'insectes. Ça, c'est un de mes collègues qui travaille là-dessus, qui s'appelle Frédéric Francis. Et de notre côté, on a mis en place aussi des conteneurs pour la production de molécules à haute valeur ajoutée. On pense que la rentabilité, elle peut venir de là et non pas ou moins de la production de légumes ou même de fruits. Enfin, la serrure urbaine qui vise à récupérer les chaleurs de ce bâtiment qui date de 2016 et inauguré en 2017, et donc récupérer les chaleurs perdues et les réinjecter dans la serre que vous voyez ici. On commence à la faire fonctionner depuis, les systèmes sont mis en place, on va commencer à maintenant faire fonctionner l'entièreté de la serrure. Alors, pour nos deux systèmes en aquaponie, on a notre premier système, comme je vous le disais, il date de 2012. Donc, Pavbox est pour Plant and Fish Farming. Il y a un conteneur maritime qui arrive en fin de vie. On a fait de l'isolation à l'intérieur avec, vous voyez ici, deux bassins à poissons, un décanteur, le sump, le biofiltre et au-dessus, comme vous le voyez, les cultures sur deux rangées différentes en radeau, comme vous le voyez ici sur la photo. Donc l'idée au départ était d'en faire un usage communautaire et puis on a fait de différentes productions au cours d'années successives. On s'est rendu compte qu'en serre froide, on pouvait avoir plus ou moins 60 kg de poissons par an et 140 kg de légumes. Et en serre chaude, donc chauffer aussi une partie de la mauvaise saison, et on montait à 100 kg de poissons et 200 kg, plus ou moins, c'est grosso modo, de légumes. Donc l'idée par rapport à ce matériel de production, c'est assez correct. Simplement, est-ce que c'est suffisant pour un usage de quelques familles? Ça nous semblait peu. Donc l'idée de pouvoir l'installer dans les villes est peut-être un petit peu, cette idée a peut-être un peu moins de pertinence aujourd'hui. Par contre, c'est clair que notre Pavbox, on l'utilise beaucoup comme un outil de recherche. Deuxième système aquaponique, c'est le système aquaponique qui s'appelle Sapristi. Vous voyez, on essaie à quoi trouver des acronymes parfois qui ont des consonances belges. C'est le capitaine Haddock qui disait Sapristi. Et il est en place depuis 2018 avec 3 fois 4 cuves ou bassins à poissons qui est relié par une canalisation vers nos serres. Et vous voyez que dans nos serres, on peut installer à la demande des systèmes différents, que ce soit du goutte à goutte, du rafting, des tables à marée haute et basse, et même du NFT, donc fin film d'eau qui coule en bas de la gouttière. Aussi en triplicat, donc non seulement c'est un pilote pour une entreprise, mais en même temps un outil de recherche précieux puisqu'on peut faire des répétitions. Donc, pour rappel aussi, l'aquaponie, pour ceux qui n'y sont pas familiers, ce sont des poissons et des plantes ensemble au sein d'un système où l'eau fait l'intermédiaire et le véhicule entre poissons et plantes. Un troisième protagoniste, ce sont les bactéries. Et dans l'idée de l'économie circulaire, les déjections issues des poissons sont transformées par deux escortes ou cordes de bactéries, je dirais, pour arriver à la formation notamment du nitrate. Les plantes absorbent ce nitrate et en retour purifient l'eau qui retourne vers les poissons. Donc non seulement
l'eau aquacole devient une matière valorisable au lieu d'être un déchet. Également aussi, la production de plantes va utiliser moins d'intrants chimiques, moins de fertilisants. Vous voyez ici, j'ai mis les besoins en fertilisants pour une culture de tomates en hydroponie par hectare et par an. Et il y a évidemment aussi une consommation très réduite d'eau. On sait que par exemple, pour produire 1 kg de tomates en culture conventionnelle, on est à 60 litres et on descend à 15 litres en culture hydroponique ou aquaponique. Et pour les poissons, vous avez ici le ratio. Des poissons en eau courante, forcément, pour faire 1 kg de poisson, il va falloir pas mal d'eau et on le réduit très fortement quand on est en système recirculé. Donc c'est un des grands avantages de l'aquaponie. Voilà, maintenant qu'on a expliqué un petit peu comment ça fonctionne, allons voir le baromètre. Alors, le contexte du baromètre, en fait, d'abord, c'est une étude qui a été réalisée, comme je vous le disais, à l'initiative de Pierre Rollier, qui est postdoctorant au sein du CERO et qui coordonne le Smart Aquaponics. Vous voyez que c'est un projet européen avec de nombreux partenaires français, belges côté flamand, belges côté wallon. Et l'idée est de mettre en place une application qui permet notamment de surveiller online nos systèmes aquaponiques, mais aussi d'éduquer les gens à l'aquaponie. Donc le projet se terminera d'ici quelques mois et l'application prototype sera mise à disposition normalement pour des bêta-testeurs. Deuxième projet européen dans lequel se situe notre étude, c'est le projet Groove, pour lequel nous avons obtenu des fonds pour construire notre fameuse serre en toiture. Et évidemment, l'idée, c'est aussi d'étudier les performances de l'aquaponie dans ces serres, qu'elles soient en toiture ou sur le plancher des vaches. Ici, c'est un projet Nord-Ouest Europe avec aussi de nombreux partenaires, Belgique, France, Luxembourg et Allemagne. Alors l'idée de faire ce baromètre, c'est qu'on se rendait compte qu'il y avait une nécessité en Europe d'avoir une vue plus globale du secteur. On a pas mal d'études scientifiques qui sont faites, mais plus socio-économiques, ce n'était pas encore fort présent. Et on a décidé de faire une étude beaucoup plus transversale, pas uniquement économique, pas uniquement sur des caractéristiques techniques, mais justement les deux. Et on s'est dit qu'on allait aller vers des systèmes aquaponiques d'au moins 1 mètre cube. Ça peut paraître petit, mais en même temps, vous verrez que très vite, on monte à des échelles importantes. Et donc, on a été en quête et en recherche de systèmes aquaponiques. On a donc tout d'abord identifié les différentes structures, évidemment grâce à nos réseaux au sein de Smart Aquaponics, au sein de Groove, au sein de différentes collaborations qu'on a sur l'Europe depuis pas mal d'années. On a d'ailleurs participé à un projet COST sur l'aquaponie, et donc là aussi, on a pu avoir accès à des données et le réseau. Et puis, nous avons mis une fois qu'on a identifié les entreprises en aquaponie, on a mis un questionnaire en ligne et posé des questions ouvertes et fermées. Voilà l'identification qu'on a fait sur l'Europe, donc 140 systèmes aquaponiques. Vous voyez qu'on on s'est surtout concentré sur l'Europe, quand même plus ou moins de l'Ouest. Vous voyez qu'il y a beaucoup de systèmes aquaponiques en France, c'est assez remarquable. Pas mal aussi concentré sur la Belgique, Royaume-Uni, Irlande.
Ok. Ok, donc je vais... Est-ce qu'on peut m'indiquer exactement où j'en étais quand ça s'est coupé? T'en étais à la présentation des 140 pharmacoponiques. Ok, alors j'étais pas trop loin. Vive le numérique. Oui, ouais, ouais. Ça a des avantages parce qu'on peut le faire Montréal, Québec, Belgique. Mais bon, la présentielle, c'est bien, hein, il semble, on est d'accord de temps en temps se On voir. est d'accord, la présentielle, c'est bien. Alors, ça sera soit à Grenoble ou en juillet à Jean-Blou. Ah voilà, ah ouais, bonne idée. Alors, ou bien on essaye d'organiser quelque chose au prochain rendez-vous. Euh, où tu viens ici et puis moi je viendrai au suivant, hein, dans des rendez-vous agriculture urbaine. Alors, donc j'en étais apparemment ici. Donc désolé pour la coupure. Donc 140 répondants, euh, essentiellement des répondants de l'Europe de l'Ouest, beaucoup. Et puis, parmi ces 140 répondants, 46, pardon, 140 structures identifiées, 46 ont bien voulu répondre à l'enquête. Vous voyez que en vert sont identifiées les structures commerciales, les structures non commerciales, et puis des structures qui n'ont pas un statut vraiment reconnu au niveau d'analyse entrepreneuriale. Alors, où sont localisées ces structures? Ben, on le voit, hein, essentiellement du côté de la France et du côté de la Belgique. On le voit par les pourcentages, 40% et 17-18% pour la Belgique. Un petit peu aussi sur l'Allemagne. Alors, ça vient sûrement du fait, parce qu'il y a quand même pas mal de systèmes aquaponiques en Allemagne, on le sait, ça vient sûrement du fait que notre réseau était essentiellement au départ le réseau Smart Aquaponics situé en France et en Belgique. L'âge des structures, ben, essentiellement l'âge des structures est sur des âges qui vont de 2016 à 2020. Donc ce sont des jeunes structures, hein. Il n'y en a qu'une ou deux qui ont, allez, il y en a 4 ou 5 sur les 46 qui ont une dizaine d'années ou plus. Donc la majorité ont moins de 10 ans. Donc, ce qui montre d'une fois de plus que l'aquaponie est quand même un secteur neuf, même en Europe. Alors, qui a répondu? Alors, des hommes et des femmes ont répondu, mais on voit que la majorité sont des hommes, et ce sont des hommes jeunes. Hein, plus de presque 25, donc 24 sur les 46, c'était des hommes entre 25 et 39 ans. Ce qui est à remarquer aussi, c'est que beaucoup, que ce soit chez les hommes ou les femmes, sont les personnes qui occupent le poste de direction et qui en général s'accompagnent d'un niveau de formation assez élevé, comme vous le voyez ici. Alors, continuons sur les aspects techniques. Tout d'abord, on leur a posé la question, mais quels sont vos systèmes de production? Et l'enquête a permis non seulement de demander s'ils ont des systèmes aquaponiques, des systèmes hydroponiques, les deux évidemment, donc pour former l'aquaponie, et s'ils ont aussi d'autres systèmes en plus de l'aquaponie et l'hydroponie. Que ce soit dans les organisations publiques non gouvernementales, que ce soit pour les institutions publiques de type éducation-recherche ou les professionnels, le monde entrepreneurial, on voit qu'évidemment tous ont des systèmes d'aquaculture et d'hydroponie. C'est normal, hein, si on fait 28 plus 14 plus 4, on arrive bien à nos 46 répondants. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que beaucoup, à peu près la moitié d'entre eux, ont aussi des potagers. Donc ils ne se limitent pas comme activité à l'aquaponie, mais ils ont en plus d'autres activités. Et ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que dans ces répondants,
certains ont en plus soit des insectes, soit des champignons au sein de leur production d'alimentation comestible. Alors, quand on est au niveau des systèmes, au niveau technique, on a aussi demandé un petit peu quelle était la surface occupée par votre système, donc uniquement le système aquaponique. On n'a pas intégré, évidemment, s'ils avaient aussi des potagers et des cultures maraîchères, on a demandé ça de le retirer, donc c'est vraiment uniquement les surfaces dédiées à l'aquaponie. Et vous voyez que les systèmes non professionnels, au niveau de l'éducation, on les retrouve surtout ici en bleu, en petite taille, donc entre 0 et 2000 m². Et ce qui n'était pas surprenant. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est que aussi beaucoup de systèmes professionnels, ici vous les voyez, sont aussi des systèmes de petite taille. Et que pour finir, des systèmes à plus de 2000 m², ici on est entre 2 et 5000 m², puis de 5000 à 15 000 m², donc on est à 1,5 hectare pour finir. Donc on voit que ces systèmes-là, il y en a 7 en tout, donc par rapport à 46, ils sont peu nombreux. Les systèmes de grande taille sont peu nombreux, les systèmes de taille entre 100 et 500 sont la majorité, mais aussi 500 et 2000 m². Donc voilà, vous avez un peu le panorama de la surface. Alors, quand on parle des techniques, il faut savoir que les systèmes aquaponiques sont soit couplés, soit découplés. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau des poissons, vous savez que ce sont des systèmes d'aquaculture recirculés, tournent en boucle, et ici, quand on est découplé, de temps en temps, l'eau des poissons est envoyée vers les plantes. Mais elle ne retourne pas vers les poissons. On recommande beaucoup ce type de système pour les professionnels. Pourquoi? Parce que on peut maîtriser les paramètres optimaux pour l'élevage de poissons et les paramètres optimaux pour la culture de plantes. Et dans certains cas, les valeurs de ces paramètres ne sont pas les mêmes. Je vais prendre du tilapia, on est à 29-30 degrés pour une très belle croissance. Une laitue dans une eau à 30 degrés, je peux vous dire qu'elle ne va pas pousser très vite. Il vaut mieux avoir du 20 degrés plutôt que du 30. Donc ça, c'est cet intérêt-là, plus l'intérêt aussi d'envoyer peut-être de façon supplémentaire d'autres éléments nutritifs chez les plantes. Le système couplé, c'est un système complètement fermé. Donc l'eau des poissons va vers les plantes et elle retourne vers les poissons. Donc on est dans un circuit vraiment fermé. Et en général, pour les valeurs des paramètres, on fait un compromis. Ce ne sera pas 30 ou 20, ce sera 23, 24. Les poissons croîtront moins vite, mais les plantes, ça pourra fonctionner, même ce sera aussi pas l'optimal. Donc voilà. Alors, quand on regarde maintenant le graphique et les chiffres, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que beaucoup de systèmes, en fait, on peut voir une diversité des systèmes. On a des petits systèmes qui sont fortement couplés, donc ça fait penser vraiment qu'on est dans des systèmes où le rendement à tout prix n'est pas l'objectif, et ce seront sûrement des systèmes qui sont plutôt du type pour l'éducation, pour le public, pour la pédagogie. Et puis, les systèmes couplés de plus grande ampleur, il y en a moins, et on se retrouve petit à petit vers des systèmes découplés. Et donc, plus on va vers des tailles grandes qui font penser à une échelle professionnelle, on se rapproche de plus en plus vers uniquement du découplé. Et puis, vous avez des systèmes hybrides.
ça sont des systèmes à la demande qui peuvent être soit couplés, soit découplés. Comme par exemple chez nous, je vous ai parlé du sapristi, on peut le coupler ou le découpler. Autre question qui a été posée lors de l'enquête, c'est la diversité des plantes. On souhaite et on dit toujours que l'aquaponie qui se veut être proche des villes vont plutôt faire de la polyculture que de la monoculture. Donc, vous voyez, j'espère que c'est lisible pour vous. Bon, c'est en anglais puisque l'étude s'est faite dans une langue, enfin la langue véhiculaire en Europe quand on veut parler à s'adresser à tous ces pays. Donc, on voit qu'il y a énormément de variétés différentes qui sont produites pour finir en aquaponie. Et vous voyez ici donc là sur les surfaces. Donc, on a essayé de relier le nombre de variétés ou le nombre d'espèces produites par rapport aux surfaces. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Que beaucoup de variétés sont produites sur les petites surfaces, puisqu'on a quand même ici, si on compte entre 0 et 500 mètres carrés, on a 8 entreprises ou 8 systèmes aquaponiques qui produisent entre 6 et 20 plantes, 20 espèces de plantes différentes. Quand on monte à 21 ou 35 espèces, c'est vraiment beaucoup plus rare, une ou l'autre de temps en temps. Et puis, dès que l'on augmente la surface, on revient vers un peu plus de majorité, bon, ce n'est pas toujours significatif, mais un peu plus de majorité qui vont vers plutôt de la mono ou polyculture de quelques espèces différentes entre 1 et 5. Donc ici, rien de surprenant. Plus on va vers une taille plus grande, plus ça va un peu plus vers l'industrialisation et la monoculture. Alors, la localisation de l'exploitation. La plupart des exploitations, comme vous le voyez, se trouvent ici, sur le plancher des vaches, hein, sur le sol, et avec soit une serre froide ou soit des tunnels. Ce qui, moi, m'a personnellement surpris, c'est d'en avoir autant qui sont dans ou sur ou à l'intérieur des buildings. Donc, on a quand même 7 systèmes aquaponiques à l'intérieur des buildings. Et puis, quelques systèmes en toiture, détachés du bâtiment. Voilà. Donc, on a ici montré un petit peu où se trouvaient les systèmes par rapport au bâtiment et par rapport au niveau du sol. Alors, on s'est intéressé aux espèces de poissons, on s'est intéressé aux espèces de plantes, bien sûr, on s'intéresse aussi aux espèces de poissons. Et on a à chaque fois demandé de détailler leurs poissons. Donc, vous voyez que la majorité des systèmes monopoissons, je vais dire, mono-élevage de poissons, ce sont des truites, puis les carpes, puis le tilapia. Et puis, surtout en monopoisson à nouveau, on a catfish. Hein, donc quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est qu'on a quand même énormément de systèmes qui font plusieurs poissons à la fois, au moins 2 espèces. Donc sur les 46 systèmes et 46 répondants, 27 produisent au moins 2 espèces de poissons, comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose d'assez surprenant. Donc nous, on découvre un peu plus le monde de l'aquaculture de ce côté-là. Et vous voyez que énormément de systèmes ont dans leur production des truites. Alors, est-ce que c'est dû, et je n'ai pas encore regardé, il faudra que je regarde, on a interrogé beaucoup comme je vous l'ai dit, d'entreprises françaises. Est-ce que ça a un lien avec ça? Parce que je sais qu'en France, il y a pas mal de fermes aquaponiques de truites, donc c'est peut-être la raison.
On en vient maintenant à la nourriture de poisson. La nourriture de poisson, vous voyez qu'il y a plusieurs types de poissons, soit des pellets d'animal protéines, des pellets un mélange de protéines animales et d'insectes. Il y a des pellets à partir de 100% végétariens, etc., etc. Ce que l'on peut constater quand on regarde ici, c'est que la grande majorité, un bon tiers, utilise des protéines animales dans leur pellets d'alimentation et 60% de la nourriture est donnée aux poissons sous forme de pellets. Et pour finir, peu sous forme de nourriture vivante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toutes ces formes de pellets, il y a un souci d'aller vers une nourriture produite à moindre impact environnemental, puisque 40% utilisent des alternatives. Donc, comme je vous l'ai dit, du végétarien, des insectes, donc on le retrouve quand même dans pas mal de ces types de nourriture. Donc il y a vraiment une tendance à diminuer l'impact écologique de la production d'alimentation pour les poissons. Quand on regarde les volumes de production, alors là les chiffres sont un petit peu trompeurs, donc c'est pas classé ici par croissance de poids, mais c'est plus le premier ici, c'est celui qui a le plus grand nombre de systèmes, en fait entre 100 et 500 kg de poissons qui sont produits annuellement, 6 systèmes entre 1000 et 5000 kg de poissons. Vous voyez quand même que pour certains, on est quand même pour des systèmes, ici il y en a 6 qui sont entre 10 000 et 20 000 kg de poissons. Donc ça c'est sans doute pour les surfaces plus grandes. Pour les plantes, à nouveau on est dans des volumes, enfin dans des poids de production majoritairement assez bas, un peu comme ici, c'est majoritairement assez bas. Et puis, à nouveau, on monte en tonnage pour quelques entreprises au niveau des plantes. Et puis, je vais terminer les aspects techniques avec les ratios entre la surface consacrée aux poissons et la surface totale des systèmes aquaponiques. Et donc, vous voyez que bien souvent, donc, on est ici en mètres carrés, un maximum 1500 mètres carrés pour une surface de au maximum 13-14 000 mètres carrés. Donc, vous voyez que beaucoup de surfaces sont surtout petites pour les poissons. À l'inverse, et ce n'est pas étonnant, mais les surfaces consacrées pour les plantes sont beaucoup plus grandes puisqu'on arrive à 12 000 pour la plus grande exploitation, 12 000, et donc presque la totalité de la surface ici, par exemple, est occupée par les plantes, à côté d'une petite surface pour les bassins. Donc quelque part, ici, qu'est-ce que ça met en avant? Mais je trouve que ça met en avant une certaine, à part quelques exceptions évidemment, mais ça met en avant un certain respect aussi à nouveau de l'équilibre écologique. On dit souvent que pour une surface de poisson, quand on parle d'un mètre cube de poisson, eh bien on va avoir 6 surfaces de culture hydroponique. Et quand on regarde ici, on est un peu dans ces ratios-là, et donc un respect d'utiliser complètement l'eau des poissons par rapport à son potentiel d'utilisation pour les plantes. Voilà. Je vais peut-être arrêter quelques secondes le partage afin de voir si il y a des questions. Déjà, à ce stade-là, avant de passer à l'économique, je suis rassuré, Nicolas est là, il va pouvoir continuer par la suite. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat.
Alors, pour les questions, je peux un peu m'en occuper. Il n'y a pas eu énormément de questions. Il y avait une première question un petit peu au début de ton exposé qui posait un peu des questions sur l'aquaponie aussi en général, on va dire. Et donc là, la question c'était une personne qui souhaitait mettre en place un système aquaponique à un endroit où les moyens sont assez limités et notamment pour l'approvisionnement en nourriture. Ah, où les moyens sont limités pour l'approvisionnement en nourriture, c'est ça? Oui, donc ici, je vais lire la question. J'aimerais mettre en place un dispositif de production, mais les moyens sont limités chez nous. J'aimerais savoir si vous avez une idée de comment minimiser le coût pour cette production, car l'accès aux aliments est quasiment absent chez nous. Ok. Euh, il existe un, un catalogue de systèmes aquaponiques qui a été fait par la FAO. Donc, si vous mettez système aquaponique FAO sur Internet, vous allez les retrouver. Il y a énormément de systèmes de faible coût qui sont intéressants. On a nous-mêmes personnellement encadré un ancien étudiant issu d'Afrique qui a mis sur place chez lui un système avec un un système, je vais dire, moins technique, mais qui fonctionne très très bien en fait. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir sur ce rapport de la FAO qui présente vraiment une diversité de systèmes. Ce rapport a été créé, je pense, il y a au moins une dizaine d'années, donc, et il est disponible sur Internet assez facilement. Sinon, il y avait quelques échanges qui se créaient autour du choix de l'espèce de poisson en aquaponie, entre le tilapia qui est interdit d'élevage à certains endroits et de sa faible valeur économique. Ok, Voilà. ok, merci, merci Gilles. Je pense que le tilapia, en fait, si on remonte à l'historique, le père de l'aquaponie moderne, bon, l'aquaponie, elle existe depuis plusieurs centaines d'années, mais le père de l'aquaponie moderne, mais il était sur les îles Vierges, Virgin Islands, et le tilapia fonctionnait extrêmement bien sous les conditions là-bas. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, historiquement, le tilapia, on sait qu'il survit à des conditions qui sont très fluctuantes, puisque c'est un poisson des grands lacs africains, avec des qualités d'eau très fluctuantes. Et la troisième chose à dire aussi, c'est que le tilapia, bien souvent, il a été testé d'abord par les scientifiques qui ont essemé leurs connaissances auprès des professionnels. Et donc, c'est aussi pour ça, et c'est pas étonnant qu'on retrouve pas mal de tilapia dans notre enquête. Ça ne veut pas dire que ça va durer, parce qu'effectivement, le tilapia n'a pas une valeur énorme sur nos marchés, bien qu'il soit très important en Afrique et dans certaines régions d'Asie. Donc, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est pas le poisson préféré. Et petit à petit, une fois qu'on se fait la main, on passe de plus en plus à d'autres poissons. Comme vous avez vu, la truite est devenue majoritaire maintenant, en tout cas dans l'enquête qu'on a faite. Voilà, je pense ici, s'il y a céder la parole. Nicolas, tu reprends ton propre PowerPoint? Ok, je peux. Eric, Oui. tu voulais poser une question peut-être? Oui, mais rapidement, parce que je ne sais pas si c'est ça, vous avez 140 identifiés, 40 qui ont répondu, puis là, il y avait des points, mais combien sont réellement commerciaux, qui ont vraiment une visée commerciale et qui se dirigent vers une commercialisation dans vos répondants? Alors, je reprends les chiffres. On y arrive. Ah, Ben c'est toi, oui, c'est toi qui en vas le faire, fait, tu en parler? oui, c'est vrai, je n'ai pas besoin d'en parler. Ils étaient mis effectivement un petit peu au début, mais Nicolas va répondre à ta question. C'est parfait. Merci beaucoup.
Je te laisse partager ton propre écran. Ouais, Nicolas, ça va. c'est plus facile. Alors, donc du coup, Eric, je vais te Ça va répondre directement. Ça a été la Oui, route. pardon pour mon petit retard. J'ai été plus que bloqué dans les embouteillages, étant donné que l'autoroute a carrément été coupée. Il y avait bah, bref. Je suis là maintenant, donc c'est bon. Rapidement, je m'appelle Nicolas Ancion, je travaille avec ISAM au centre de recherche en agriculture urbaine, lié à l'université de Liège et à la faculté de Jean Blou, agrobiotech. Et je travaille également dans une autre faculté, qui est la faculté d'économie et de business, HEC Liège, au sein du centre de recherche Smart City Institute, qui étudie des thématiques autour de la ville intelligente et durable. Et dans ce cadre-là, justement, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, ça fonctionne bien là. Voilà, j'imagine. Oui, c'est parfait. C'est bon, top. Dans ce cadre-là, on a avec Pierre Rollier, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui et qu'on remplace avec ISAM, créé ce baromètre de l'aquaponie qui était à vocation première, dans le cadre de Smart Aquaponics, un questionnaire agronomique. Et donc, au travers d'un autre projet européen, qui est le projet Groove, dont on parlera lors d'un prochain webinaire, un projet qui vise à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de l'agriculture et de la construction au travers de serres connectées énergétiquement. On a créé cette transversalité entre des questions agronomiques, donc qui ont fait le cœur du sujet du questionnaire, et quelques questions économiques. Ces quelques questions économiques ont eu une population plus restreinte, étant donné qu'on ne posait que des questions aux personnes qui avaient des clients. Hop, ça ne passe pas la dia. Voilà. Ensuite, ce questionnaire aussi n'était pas obligatoire. Donc, voilà, certaines questions ont une représentativité moindre. Néanmoins, on a essayé de comprendre deux choses, principalement, au travers de ce questionnaire. C'est les liens entre vraiment l'aspect agronomique et économique. Et dans cette économique, quelles étaient les stratégies d'affaires des fermes aquaponiques en Europe et quels étaient notamment leurs challenges, quelles solutions prévoyaient-elles et dans quel environnement est-ce qu'elles évoluaient au travers de questions sur la compétition notamment. Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. On a évidemment posé comme question qui étaient vos clients, que leur offrez-vous, grosso modo. On remarque directement qu'on a affaire à des systèmes extrêmement diversifiés. On va vers le B2B, on va vers le B2C. Donc B2B, c'est business to business, donc c'est faire un acte d'affaires avec un autre professionnel, et B2C, c'est business to consumer, donc directement vendre au consommateur final. On remarque que, hors des 27, on a majoritairement du B2B, B2C qui offre des produits et des services. Donc, on se situe directement dans des modèles extrêmement diversifiés. Où se situaient ces systèmes aquaponiques? Principalement en zone urbaine et périurbaine, mais également en zone rurale, chose de prime abord, on associe vite l'agriculture urbaine, l'aquaponie, zone urbaine. Bien non, certains 7 sur 27 étaient situés en zone rurale. Une question qui pourrait arriver était quelles sont les définitions de urbain, périurbain, rural? On n'a pas donné de définition préétablie, on a simplement posé la question pour vous, où vous situez-vous? Et donc la majorité se situe néanmoins en zone urbaine et majoritairement périurbaine. Donc urbain, périurbain. Quelle technique de production utiliser ces systèmes commerciaux? Donc c'est 27 systèmes, je le rappelle, et du coup je fais vite le point. Eric, c'est vrai que j'ai un peu oublié, donc hors des 46, on avait une population de 27
qui a répondu oui aux 2 questions. Avez-vous des clients? Oui. Vendez-vous en B2B et ou en B2C? Oui, oui. C'est une donnée hors de 46, une population de 27. Ils font tous évidemment du RAS et de l'hydroponie, hein, c'est la définition de l'aquaponie. Mais également, on remarque également qu'il y a donc presque une moitié de la population qui associe directement le système aquaponique avec du maraîchage. Donc on est rarement sur... On voit qu'il y a une diversification même des typologies de culture au sein d'une même activité. On a essayé de faire des corrélations en fonction du premier tableau que je vous ai montré notamment, et différents critères. On n'a jamais trouvé, on n'a pas trouvé énormément de corrélations. On n'a pas pu faire différents business models. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre mètres cubes, mètres carrés, ni entre les espèces de plantes et les mètres carrés. Ce qui est étonnant, c'est que les grands systèmes, donc autant en mètres cubes qu'en mètres carrés, étaient très diversifiés. Donc il y avait énormément de typologies de plantes, etc. Ce qui pourrait être contre-intuitif, comme ce qu'on préconise dans les grandes lignes économiques, ça va être de grandir en se spécialisant très fort pour bénéficier des économies d'échelle. Ici, finalement, on remarque que les grands systèmes sont très diversifiés dans leurs offres. Avant de mettre en place et de modéliser le business model et le plan d'affaires de ces systèmes aquaponiques, on leur a demandé pourquoi. Pourquoi, finalement, est-ce qu'ils faisaient de l'aquaponie? On a pour ça on proposait toute une série de réponses allant de très important à pas important du tout. Au travers de ces réponses, on a créé un index d'importance, de priorité. Le premier était de développer une activité professionnelle. Le deuxième était de produire de la nourriture. Et le troisième, la passion. Donc il y a un vrai intérêt dans ce secteur-là de produire de la nourriture, de faire ça par passion, en plus de développer une activité professionnelle finalement qui est assez logique. Bon, voilà, on développe un système, on veut développer une activité professionnelle. Dans d'autres secteurs, on pourrait s'attendre à des réponses telles que je voulais simplement développer une activité professionnelle et répondre à un besoin de marché. Ici, il y a des aspects de valeur qui interviennent, comme produire de la nourriture et faire cette activité-là par passion. Qui étaient leurs clients? On a à chaque fois regardé qui étaient leurs clients en fonction des stratégies de commercialisation, si on s'adressait au B2B, au B2C. On voit que majoritairement, c'est les restaurants. Ce qui est intéressant ici, et on le verra plus tard, c'est que les restaurants, donc identifiés comme clients, sont également identifiés plus tard comme partenaires clés. Donc on a une vraie réflexion autour du modèle économique d'associer les clients. On ne voit plus le client comme un simple consommateur ou générateur de revenus, mais comme un vrai partenaire dans le développement de son activité économique. 26% des répondants offraient des produits et 74%, donc la grande majorité, offrent des produits et des services qui, comme j'ai déjà dit, sont à chaque fois extrêmement diversifiés. En parallèle, quelles étaient les attentes de leurs clients pour les systèmes aquaponiques offrant uniquement des produits? Le top 3 était local, frais et l'origine. Pour les systèmes offrant aussi bien des produits que des services, l'aspect local revenait. Néanmoins, l'éducation était mise en avant et également l'expérience, donc à travers notamment la formation ou la visite de la ferme ou du système aquaponique. Les partenaires clés, je l'ai introduit, donc on revoit en plus important les restaurants. On associe également les voisins, les écoles et d'autres producteurs.
Donc, d'autres producteurs sont identifiés comme partenaires clés et même très importants. Et vous le verrez plus tard, certains identifient également ces producteurs comme compétiteurs. On a une dualité entre soit on est associé et partenaire clé, soit on est complètement en compétition totale, mais il n'y a pas d'entre-deux. Quelles sont les ressources clés de ces systèmes aquaponiques? Ils ont majoritairement mis l'accent sur les connaissances et les compétences pour faire fonctionner ce système et l'équipe, donc l'ARH. On a donc fait un petit focus sur les ressources humaines, l'ARH. Un répondant sur 3 nous signifiait qu'il y avait 50% de main-d'œuvre gratuite. Donc, comme on le voit un peu sur le terrain, majoritairement beaucoup de stagiaires notamment et de bénévoles. Et 80% nous déclaraient avoir des difficultés de trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, d'un côté, on remarque que la deuxième ressource clé la plus importante est la main-d'œuvre et l'équipe. Et d'un autre côté, 80% des personnes affirment avoir du mal à trouver cette main-d'œuvre. Quelles étaient les relations avec les clients? Donc ici, relations clients, partenaires clés, ressources clés, etc. On est en train de voir tout petit à petit ensemble la formation du business model Canva qu'on verra en conclusion. Principalement, comment fonctionnent les systèmes aquaponiques avec leurs clients? Majoritairement, de façon directe, de bouche à oreille et par email. Avant l'étude, on aurait pensé que les réseaux sociaux prendraient une place plus prépondérante. Si on jumelait Facebook, Instagram et Twitter, on pourrait potentiellement arriver au même niveau que email et newsletter. Mais donc, finalement, dans ces systèmes-là, qui sont axés majoritairement en circuit court, l'aspect relation directe et se faire connaître via du bouche à oreille était le plus important. J'ai ajouté là pas de tendance parce que donc à chaque fois, on croisait ces données-là en fonction soit de l'offre, donc offre, produit, service, produit et service, ou alors le segment de clientèle vers qui le système était dédié, donc B2B ou B2C et ou B2C. Mais voilà, les tendances étaient similaires à la conclusion générale. Et donc, on n'a pas un groupe qui se distingue d'un autre. Un point sur la distribution. Majoritairement, les systèmes de distribution actuellement sont multimodaux. Donc, grosso modo, on a un peu de tout. Les clients viennent chercher sur place, le producteur livre ou on passe par un professionnel de distribution, donc par un tiers. On voit qu'à chaque point, les modèles se cherchent peut-être, étant donné, on vous l'avez vu au début, les modèles sont jeunes, et donc une hypothèse serait que ils essaient actuellement énormément de choses, que ce soit dans l'offre, que ce soit dans les segments de clientèle, que ce soit même ici dans la distribution, on essaie un peu de tout, et on pourra peut-être, à l'avenir, identifier des tendances beaucoup plus marquées en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc ici, voilà, dans la distribution encore, on a de la multimodalité. Concernant les coûts, on n'a pas eu un taux de réponse extrêmement intéressant. On était à, il faudrait que je vérifie, 30-40% sur les 27, hors des 46 de base qui nous ont répondu. La RH, donc la ressource humaine, était évidemment indirectement, ce qui n'est pas étonnant, identifié comme coût prépondérant, malgré le fait que une majorité déclare avoir du personnel gratuit. Et donc on voit l'importance du coup pour la viabilité potentielle de ces différents systèmes, s'ils sont déjà à un taux aussi énorme, en tout cas dans les coûts globaux de ressources humaines, d'avoir cette ressource gratuite, donc typiquement stagiaire ou bénévole. Donc les coûts de fonctionnement et l'amortissement de l'équipement arrivent
en troisième. On a fait une relation entre le hors donc des coûts opérationnels, le coût d'investissement et la taille. Alors là, c'est assez varié. On a grosso modo, sur base de nos réponses, on peut dire que la moyenne est de 625 € par mètre carré pour créer son système aquaponique. Néanmoins, il y a une grosse variation, donc on allait de 20 € par mètre carré jusqu'à 5 000 € du mètre carré. On a posé la question, quels seront vos investissements futurs? Et on mettra cette donnée-là avec une autre donnée qui arrivera juste après, notamment sur les challenges. Donc les investissements prévus sont premièrement l'optimisation du système et deuxièmement développer les installations. Donc, je pense qu'il y a une petite coquille là, j'aurais dû mettre, à mon avis, c'est plus développer, optimiser les systèmes et développer les segments de clientèle. Avez-vous fait un bénéfice? Une majorité nous a répondu non en 2019. Pour ceux qui nous ont répondu, quels étaient hors bénéfice, quelles étaient votre marge? S'ils la connaissaient, donc on a 4 qui ont répondu, marge inconnue. On a eu certains répondants qui nous ont parlé d'une marge de 10%, 20, 30, 40, mais en tout cas, ça n'allait jamais au-dessus de 40%. Évidemment, donné à prendre avec des pincettes au vu du peu de nombre de répondants. Et la question était quelle est votre marge, sans pour autant définir très précisément au niveau de leur propre comptabilité analytique à chacun, quelle méthode utilisait-il pour calculer cette marge. Et donc, la question suivante a été quelles actions sont donc prévues pour améliorer votre viabilité. Les deux premiers sont donc le business model et la production. L'optimisation de la production qu'on met en relation avec finalement les investissements prévus dans les systèmes. Sur 17 répondants, 7 ont reçu des fonds publics, donc les ont aidés à développer leur système aquaponique. Et ces fonds publics venaient de façon équivalente de l'Union européenne, directement du gouvernement ou d'un fonds régional. Tout ceci, on peut le résumer dans un outil, donc qui est l'outil du business model Canva. On pourra en discuter après pour ceux qui le souhaitent. L'idéal eût été qu'on ait 3-4 business models qui émergent, mais les corrélations n'ont pas permis de faire ressortir vraiment un business model propre à un type d'aquaponie et un autre. Donc, grosso modo, à chaque fois, on résume le business model de l'étude que nous avons réalisée des systèmes aquaponiques grâce à cet outil et sous cette forme. Donc, un modèle extrêmement diversifié qui est peut-être dû à la jeunesse des systèmes qui se cherchent encore. Cet outil nous permet de comprendre le fonctionnement interne de la société, donc de la société de l'entreprise aquaponique. Pour comprendre également l'environnement dans lequel elle évoluait, on a posé des questions complémentaires. Notamment l'environnement compétitif. Qui sont les compétiteurs des systèmes aquaponiques en Europe? Et là, on remarque avec un calcul d'index de priorité, donc même principe que tout à l'heure, à la base, dans le questionnaire, on avait fait une liste, un autre aussi, et
un choix allant de très important à pas d'importance. Les producteurs artisanaux comme industriels sont directement identifiés comme compétiteurs directs et comme étant les plus grands et les plus importants, présentant la plus grosse compétition directe. Sachant que dans les réponses et dans le modèle économique, d'autres producteurs étaient également identifiés comme partenaires clés, donc partenaires qui étaient nécessaires à la réussite du modèle économique mis en place. Donc on a une dualité ici où si on a deux producteurs, on peut imaginer qu'ils vont être soit partenaires, soit compétiteurs directs. Quels sont les challenges? Et là, on voit que directement, les deux premiers challenges, c'est la production et un modèle économique adapté au marché. Donc ces deux-là sont identifiés comme les deux plus gros challenges des systèmes aquaponiques européens, sachant que c'est également les deux points identifiés comme facteurs clés de succès. Ce qui représente évidemment un gros risque, donc c'est identifié comme étant un challenge et identifié comme un facteur clé de succès. Donc si ça reste un challenge et que ce n'est pas résolu, la viabilité, la pérennité des systèmes pourrait en être altérée. Et les facteurs clés de succès, je pensais qu'on en avait parlé juste avant, mais du coup c'est ici après. Comme on le revoit, voilà, les techniques de production et le modèle économique. Concernant ces données, d'autres données vont encore être traitées et seront ajoutées dans un document final, donc qui sera un document écrit. Pour aller plus loin dans cette partie économique, l'idéal aurait été d'avoir un peu plus de temps, évidemment, pour chaque personne. Et là, on en est aux limites de l'étude, qui est une étude qui se veut transversale. Qui dit transversalité dit beaucoup de questions. En tout cas, dans notre cas, il y a eu relativement beaucoup de questions. Donc, certaines questions n'étaient pas obligatoires. Et donc, l'analyse derrière des résultats et le taux de réponse était moindre. Donc, on pourrait avoir des questions beaucoup plus poussées si on faisait un focus simplement sur l'aspect commercial, sur notamment comprendre mieux leur activité clé. En résumé de cette présentation, et j'essaye d'aller assez vite, je vois qu'il est 19h15 pour qu'on ait quand même le temps d'échanger sur certains points. On voit que c'est des modèles très très diversifiés pour des systèmes jeunes. Donc on peut tirer la conclusion que ces systèmes se cherchent encore, que le secteur de manière générale se cherche, autant en technique qu'en production, du coup adaptée au marché et à quel marché. La question est si on refait de telles études dans les années à venir, est-ce qu'on aura les mêmes réponses ou est-ce que des tendances vont se marquer et en fonction peut-être des régions, certains marchés ou certaines typologies de production, de volonté même du producteur, est-ce que des modèles économiques vont s'éclaircir? Cette étude pourrait également être réalisée de façon similaire sur soit des micro-marchés, que ce soit dans des pays propres, ou alors dans d'autres continents. Avec une même méthodologie de recherche, on pourrait alors comparer les résultats de l'Europe avec le Canada, par exemple. Merci pour votre attention. Ici, nos coordonnées, Aïssam et moi-même. Et je vous propose de passer aux questions-réponses. Je vois qu'il reste un quart d'heure. Qui prend la main? Gilles, Aïssam, moi, j'ai pas vu, du coup, je vais arrêter l'écran partagé. Hop. Est-ce qu'il y a eu des questions ou pas? Oui, il y a des questions. Gilles, tu veux prendre la main ou...
ici, j'ai pas tellement recensé. Je sais pas si. Ok, bah alors je vais. Je peux déjà poser ma question pendant que Aïssam, tu lis les autres questions pour reprendre. Nicolas, dans l'étude économique, c'est l'accent est vraiment mis sur les RH, là, comme c'était vraiment le coût important. Mais je suis quand même surpris de ne pas voir la question de l'électricité ou de l'énergie. Parce que autant si on parle d'hydroponie, l'hiver, il faut de l'éclairage si on veut que ça fonctionne. Puis si on est en truite, ça veut dire qu'il faut quand même maintenir l'eau à des températures basses. Donc, il y a besoin de chauffage quand même. Donc, je suis surpris de ne pas du tout voir cette question-là. Et la question, pour la pisciculture, parce qu'on travaille avec une ferme de pisciculture et un des gros... des dépenses dans son budget, c'est la nourriture pour les poissons, qui est quand même hyper élevée. Donc, c'est ça. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est autant 90% du budget passe dans les RH puis il n'y a rien sur le reste dans vos c'est une bonne question. Et alors, ces questions-là, ça aurait été intéressant de les poser dans le cadre d'une étude qualitative, du coup, pour avoir un vrai échange direct avec chaque producteur. Ici, donc, c'était un questionnaire en ligne qu'on a préparé au préalable. Et ouais, c'était des choix. Ici, l'énergie et la nourriture rentrent dans le coût de fonctionnement. Donc, les coûts de fonctionnement de 20 à 30%. À vérifier selon la représentativité, le taux de réponse qu'on a eu, si c'est vraiment représentatif du système. Et en effet, chaque poids mériterait aussi d'être creusé. Et ça, c'est la limite. La limite de l'étude, c'est qu'on a eu une vue globale, sans pour autant aller dans le très détail de chaque poids, parce que le questionnaire devenait beaucoup trop long. Et oui, je suis d'accord avec toi. Si je peux compléter la réponse, Nicolas, bon, d'abord, on va regarder, évidemment, il y a une réponse, Nicolas a marqué la fourchette jusqu'à 90%. Ça ne veut pas dire que c'est la majorité des cas 90%, et on est quand même dans les 40 à 50%. Je pense qu'il va falloir, comme on l'a dit, on est en train de livrer en primeur nos résultats. Il va falloir revoir par rapport à qui a répondu exactement et le nombre de répondants. Mais si je vois les fourchettes 40 à 50% pour la RH et 30 à 40% pour les coûts de maintien, on est dans les gammes habituelles en fait. Et si ces coûts de maintien comprennent bien énergie, on est vraiment dans les gammes où ce sont les deux plus gros postes, on le sait, à peu près 50-50, RH et énergie. Ben, comme la sériculture, c'était un peu ma question. C'est la même chose. Ce serait intéressant de voir aussi la quantité de poissons et la quantité de légumes produits par les différents, les 27, et de le mettre en lien après ça avec leur modèle économique pour voir effectivement si finalement on se pose toujours la question de la production, augmenter la production, d'être plus professionnel. Donc il y a peut-être des réflexions. Merci beaucoup. Alors, merci pour les questions. Il y a pas mal de réactions, Nicolas. On a quelques réactions, notamment, alors je reprends de Véronique. Avez-vous une relation? Donc d'abord, elle est étonnée par les partenaires. La puissance publique et les collectivités ne sont pas identifiées. Donc là, c'est peut-être à nouveau le fait de ne pas avoir une enquête extrêmement détaillée ou déjà avoir beaucoup de questions. Enfin, je te laisse répondre. Oui, bah, on avait mis pouvoir public et ça n'a pas été répondu. Donc, on avait plus les associations au sens large du terme. Mais oui, c'est étonnant. Je suis d'accord, on avait mis pouvoir public, ça n'a pas été spécialement choisi. Okay. Toujours Véronique qui nous demande si on a fait une relation entre la marge et le système technique. Non, on n'a pas encore fait. D'où l'utilité de faire la présentation aujourd'hui pour avoir des idées encore pour... On vous tient en haleine pour le rapport. Je le note. Après, la marge, pour les marges, il y a vraiment très peu de répondants.
Il y a moins de la moitié des 27. Mais on regardera ça. Et comme je l'ai dit en présentant, le problème de la marge, c'est que généralement, une marge, bon, ça dépend d'une comptabilité analytique et d'un prix de revient aussi, et de comment chacun calcule son prix de revient. Et ça, on n'a pas la réponse. Donc, est-ce qu'ils font des coûts, on n'y met que les coûts directs? Est-ce qu'on associe les coûts à direct? Comment on proratise? C'est quoi direct dedans? Mais en tout cas, ça donne une première idée, en effet. Et on va regarder si relation il y a avec les techniques de production. Une question de Johan. Quel est selon nous le meilleur potentiel commercial envisageable? Est-ce que c'est partir de zéro en créant une ferme hors sol sur un terrain vierge, ou bien réutiliser un ancien bâtiment, des surfaces industrielles? Question difficile. Donc, quel est, je ne l'ai pas devant moi, quel est le meilleur potentiel commercial envisageable? Bon. En fonction de l'endroit, donc si on va sur un plein champ ou on réutilise un... Ah bon, ça dépend premièrement de ce qu'on va vendre, si on peut le vendre, si le marché l'accepte, donc ça c'est déjà le plus important avant de penser à l'installation. Ensuite, il faut voir combien coûte l'installation sur un terrain vierge et combien coûterait l'installation sur un... Si c'est un vieux local industriel, super bien isolé et qu'on n'a plus qu'à déposer les systèmes, l'investissement sera moindre. Et la situation géographique des deux, en fonction de ce modèle économique et de comment on veut... si on veut être proche de ses consommateurs, si on veut juste être un espace de production, c'est une question compliquée vu que la réponse est multifactorielle. Tout à fait. C'est effectivement, comme tu le dis, multifactoriel et c'est très difficile d'avoir une réponse précise. Ça dépend du marché qu'on veut aborder. Et oui, on pense parfois qu'un ancien bâtiment, c'est magnifique, mais s'il faut le rénover complètement, même si on nous le donne gratuitement, donc il faut vraiment envisager les coûts et voir l'état du bâtiment en plus du lien transactionnel. Parce que parfois, certains secteurs donnent pour un euro symbolique une vieille carcasse industrielle, mais au final, on se rend compte après que ça coûte plus cher de tout rénover et de remettre en état pour de la production. Donc, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Donc effectivement, c'est très complexe et il faut faire du cas par cas. Donc, Johan demandait s'il y avait des professionnels implantés dans les Hauts-de-France qui sont présents ce soir. Donc, s'ils sont là, qu'ils se manifestent à travers le chat. Alors, Valérie Cavio qui nous pose une question sur, et j'en profite pour lui dire bonjour en fait. Et donc, une question sur les répondants. Est-ce que les répondants... Est-ce qu'on a posé la question d'une évaluation de la durée du retour sur investissement? Non, ça on l'a finalement pas mise par choix de réduire à un moment notre questionnaire. Voilà. Qui, je le rappelle, était principalement, donc de base, c'était un questionnaire agronomique, et on a greffé quelques questions économiques pour avoir une transversalité et croiser les données. Donc on a dû faire des choix dans ce premier essai de baromètre aquaponique. Donc on ne pourra que mieux faire la prochaine fois, et ce type d'échange nous permet aussi de réfléchir, si une prochaine fois il y a, à d'autres questions peut-être plus importantes que certaines qu'on a gardées ici. Ok, alors il n'y a plus tellement de questions, mais plutôt des remarques et commentaires qui alimentent d'une certaine façon, notamment de Pierre Garcy qui dit que, comme souvent pour un projet commercial, la réussite passe après une étude de marché, et donc c'est peut-être aussi un complément à la réponse à apporter à Johan. Effectivement,
Il faut d'abord faire une étude de marché, de voir ce que l'on veut réellement, et peut-être seulement après le site d'implantation. Ouais. On a parfois une idée superbe, et puis confronté au contexte géographique local, ben, l'idée ne fonctionnera pas. Ouais. Donc en effet, on le voit ici, hein, dans le top 3, il y a les systèmes, les aquaponistes le font par passion. Donc c'est en effet, ce qu'ils font est très important. Donc c'est très important de le faire, et on voit on le remarque, ils le font par passion. Derrière, comme toute activité, c'est en effet une très bonne remarque, il faut qu'il y ait un marché derrière. Sinon, ça reste un hobby. Donc, c'est très bien de le faire parce qu'on est passionné, mais avant d'aller en effet, dans le comment on va le faire, il faut qu'il y ait un marché derrière, il faut qu'il y ait des clients, il faut que le modèle soit bien ficelé, et puis après, en fonction, on regarde quel espace pourrait convenir le mieux au bon développement de cette activité qui, a priori, de toute façon, c'est une étude de marché, donc c'est toujours a priori, pourrait fonctionner selon l'étude. Et il y a un commentaire à nouveau de Pierre Garcy qui rejoint de nouveau l'aspect qui est un marché. Parfois, le marché est déjà saturé. Il dit trop de projets en France se lancent sans avoir étudié le marché. Certains font de la salade en aquaponie alors que leurs voisins maraîchers ont déjà du mal à les vendre. Ouais. Et là, on en revient au back to basic de toute entreprise, que ce soit aquaponique ou si on construit des avions ou on fait des meubles. Il faut vérifier le marché et notamment l'aspect ici, c'est pour ça qu'on a posé la question dans l'étude, notamment l'aspect compétition. Donc, on va sortir du Canva, même Business Model Canva, pour évaluer sur le territoire dans lequel on va évoluer, qui sont les forces en présence, est-ce que c'est des compétiteurs, des partenaires clés, etc. Et donc, en effet, oui, la compétition est très importante. Et alors, il y a une question, à mon avis, d'un participant venant d'Afrique qui dit: est-ce que vous pensez qu'en aquaponie, le coût de rentabilité en polyculture, il cite l'exemple du clarias et du tilapia, est meilleur par rapport au tilapia en monoculture? Je ne saurais pas m'avancer sur ça. Très difficile, c'est une question extrêmement pointue et le coût de rentabilité il dépend du coût de production et du coût de vente et du prix de vente. Et quelque part, peut-être apporter des éléments de réponse sur le coût de production, parce qu'il y a sans doute des échelles. On fait des économies d'échelle par rapport aux instruments, etc. Maintenant, par rapport à la vente, là, on est mal passé pour pouvoir en discuter. Voilà. Je dirais peut-être, si je peux juste ajouter, l'intérêt du coup de diversifier en effet le tilapia avec une autre, de manière alors plus générale et plus globale, peut permettre d'avoir une meilleure gestion du risque si le marché d'un ou de l'autre viendrait à s'effondrer ou si une maladie dans vos systèmes n'attaquerait qu'un ou l'autre des poissons. Donc en effet, alors diversifier ces cultures dans ce cadre-là permet de réduire le risque financier en cas de problème pour une espèce en particulier. Voilà, ça c'est peut-être le seul point. Ok. Je pense qu'on a fait le tour de la conversation. On a beaucoup de remerciements, ce qui nous fait très plaisir, en disant que c'est intéressant. Et donc évidemment, ça nous motive à continuer vos retours positifs comme ça. Donc ça, c'est très chouette. Alors, le prochain rendez-vous, c'est le 30 mars. Et ce sera de nouveau du côté du Cerro. Et ce sera sur le développement de la bioponie pour les camps de réfugiés. Donc, bioponie qui peut être aussi utilisée dans nos pays, et c'est l'utilisation de matière organique pour l'hydroponie. Voilà, en très très simplifié et résumé. Et donc, j'espère que vous serez là nombreux, comme depuis quelques mois. Et
On continuera encore le 27 avril et puis le 25 mai. Et là, le 25 mai, ce sera avec nos amis de Montréal sur la production verticale sur feutre. Voilà. Et donc, vous dire aussi que c'est enregistré, effectivement. C'est passé dans le chat, Gilles l'a souligné. Et donc, nous aurons évidemment le plaisir de vous envoyer l'enregistrement. Donc, un grand merci. Oui, un grand merci et à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à nous contacter. Merci à vous. Merci à Issam. On se revoit bientôt. Oui, tout à fait. À tout bientôt. Bonne soirée. Moi, je commence mon après-midi. Ouais. Bonne soirée et bon après-midi en fonction de vous. Merci, au revoir. On va souper. Ciao, ciao.